Bonjour, c'est Smartful, ça me fait plaisir de vous voir et aujourd'hui je vais vous parler d'un fait de société qu'on appelle la méritocratie. Voilà, en fait je voulais plutôt vous parler des vrais riches en fait. Vrais riches. Je vais pas vous mentir, j'aimerais bien devenir un vrai riche. Donc il y a un petit côté de jalousie, alors pas de jalousie mais il y a un petit côté envieux dans ce que je vais dire. Il faut le dire à travers ce côté envieux, d'accord? Que j'assume totalement. Bon. Les vrais riches, c'est pas ceux qu'on croise, c'est pas le médecin, c'est pas le dentiste, c'est pas votre collègue qui gagne un peu plus d'argent que vous. Non, les vrais riches, c'est ceux qui n'ont pas besoin de travailler. Et pourquoi ils n'ont pas besoin de travailler? En fait, grâce à leur rendement. Les rendements que leur apporte leur placement. Alors, de quel placement on parle? On parle, par exemple, des obligations d'État. Quand la France s'endette, elle émet des obligations. Et in fine, il y a une grande partie des Français, par exemple, qui achètent ces obligations d'État. Bon, les performances sont pas extraordinaires, hein, 2 à 4%, ça permet de suivre l'inflation. Mais en tout cas, c'est très sûr. Avec une plus grande performance, on a des entreprises solides. Par exemple, alors ça peut être Total, ça peut être Apple, Microsoft, des entreprises solides qui font quasiment jamais défaut, comme les États, qui donnent un rendement un peu plus sympathique. Alors là, j'ai parlé des ETF, on pourrait dire globalement la bourse, d'accord? On va pas rentrer dans le détail de ce qu'est un ETF, parce que sinon ce sera un peu fatigant. Globalement, il faut se dire que c'est la bourse et c'est une façon d'investir en bourse, de façon diversifiée, de suivre le marché. Et à court ou moyen terme, ça peut être risqué, mais globalement, d'un point de vue historique, à long terme, on peut globalement avoir à peu près cette performance de 5 à 8%. Il y a l'immobilier, bien évidemment, c'est ce qui est le plus connu, globalement, quand on gagne un peu d'argent, ou quand on commence à gagner de l'argent et on a économisé pas mal, on va acheter de l'immobilier. Il y en a qui vont, alors soit directement pour y vivre, mais quand les gens continuent à gagner de l'argent, ils vont s'acheter un deuxième appart, un troisième, et ils vont le louer. Donc ça, c'est l'investissement favori des Français. Et globalement, avec les locations, on est entre 3 à 8%. Et il y a le private equity, ça c'est peut-être ce que vous connaissez pas, c'est globalement les entreprises qui sont pas cotées en bourse, mais qui vont quand même lever des fonds. On n'est pas obligé d'aller en bourse pour lever des fonds, hein. On peut aller voir des fonds d'investissement. Quand on crée une start-up, on va pas en bourse, on va voir des fonds d'investissement qui donnent de l'argent, des centaines de milliers d'euros, des millions d'euros parfois, des dizaines de millions d'euros parfois. Et ça valorise notre entreprise. Et il y a des banques privées qui proposent à leurs clients, leur clientèle, d'investir dans ces fonds d'investissement qui investissent dans diverses startups ou PME. Et on a des très 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 bonnes performances, malgré des risques élevés et des événements de liquidité qui sont pas récurrents. Voilà. Parce que dans ce que je veux dire, là je parle donc d'un rendement de 5% qui me semble raisonnable. Bon, il faut savoir que là, quand vous investissez dans une startup, vous ne pouvez pas reprendre l'argent comme quand vous voulez. Par exemple, vous êtes obligé d'attendre peut-être 5 ans ou 10 ans avant de pouvoir retirer cet argent. Peut-être une startup, ça va peut-être 5 ans, peut-être 3 ans, enfin bref. Une PME qui est un peu plus grosse, un peu plus fiable, par exemple un équipementier, ce sera peut-être 10 ans. Mais il y aura un risque moins élevé. Bon. Enfin, remarquez avec le temps, on ne sait jamais, mais bon, bref. Je vais en venir au sujet de la vidéo, clairement. Vous avez 10 millions d'euros. Cool. Vous avez eu par héritage, parce que vous avez revendu une start-up, parce que bref, vous avez 10 millions d'héritage et voilà, j'ai supposé un rendement en liquidité, c'est important, parce que on le voit par exemple avec les ETF, avec un rendement annualisé ou avec le private equity, c'est pas une liquidité que vous avez comme ça. Pareil pour les obligations. Comment on peut acheter des obligations? Si c'est via une assurance vie, on est obligé d'attendre 7-8 ans, je crois, pour récupérer l'argent. Bref. Mais je le garde quand même parce que les obligations, je connais pas je suis pas un spécialiste en finance, et les obligations payent tous les ans. Donc il y a peut-être un produit financier qui permet d'investir dans des obligations et d'avoir ces éléments de liquidité récurrents. Bref, on a un rendement globalement de 5% qui me semble pas déconnant à travers ce qu'on voit. Bon, 5% de 10 millions, ça nous fait 500 000 euros par an, ce qui est cool. Il y a des impôts en France, il y a un truc qu'on appelle la flat tax
qui est d'un tiers. Et donc, on l'enlève aux 500 000 euros, ce qui nous fait 333 000 euros par an. Et donc, par mois, ça fait 27 760, grosso modo, un peu moins de 28 000 euros d'argent par mois. Et la question que je voulais soulever, c'est si on gagne un peu moins de 28 000 euros par mois, sans travailler, en fait, on peut s'offrir des biens et des services que la plupart des travailleurs ne peuvent pas s'offrir. Voilà. Et pourtant, si à la limite on gagne ça et qu'on travaille et qu'on considère que notre travail, enfin notre employeur considère que notre travail vaut cette valeur. Par exemple, si vous travaillez chez McKinsey, vous faites du conseil, donc vous créez un service. Donc que vous ayez ce salaire, parce que vous faites du service, vous êtes consultant chez McKinsey, ça peut s'entendre. On est dans cette idée qu'on a dans l'inconscient populaire, un riche apporte beaucoup de valeur. Mais dans ce qu'on a dit, hein, certes, vous avez placé, c'est pas simple d'avoir ça. D'avoir forcément ces 5%. Remarque, on peut avoir un banquier qui nous conseille bien. Et donc, ça peut se faire peut-être comme ça. Mais là, en fait, on ne travaille pas, on a ce prix-là. On peut se payer des biens et des services que la plupart des travailleurs ne peuvent pas s'offrir. Et on ne contribue pas à la création des biens ou des services. Bref. Voilà, et dans l'inconscient populaire, en fait, on gagne un revenu proportionnel à la valeur qu'on apporte. Et un riche apporte beaucoup de valeur. Or, on se rend compte que on peut n'apporter aucune valeur et se mettre super bien. Alors je suis envieux, moi j'aimerais créer une start-up, me dire tiens, j'ai créé beaucoup de valeur, j'ai 10 millions d'euros, cool. Sauf que les marchés financiers font que je vais pouvoir garder ces 10 millions d'euros et tous les ans me permettre un salaire quand même conséquent sans aller avoir à grignoter ça. Voilà, c'était... alors en même temps, je suis à la fois... je me dis, oui tiens, il y a peut-être un problème, mais en même temps, je me dis, ouais, mais j'aimerais croquer. En même temps, j'ai pas forcément envie que ça soit supprimé, parce que je me dis, le monde est comme ça, à moi d'en bénéficier. Et peut-être qu'en soi, peut-être qu'en soi c'est positif, je ne sais pas. Là, comme ça me semble pas forcément des plus positifs, mais je me dis, tiens, il y a quand même une petite douille en fait. Il y a des gens qui travaillent pas et ils se mettent bien. Mais en même temps, je me dis, ouais, j'aimerais bien en faire partie. Mais j'ai quand même du mal à me dire, est-ce que c'est vraiment positif ? En même temps, on paye beaucoup d'impôts. Et bref, je sais pas. Dites-moi en commentaire. Moi, j'ai pas d'avis définitif sur la question. Mais voilà, je vais simplement vous partager la réflexion que j'avais. C'est aussi une façon d'étudier un fait de société, de partager la réflexion. Et c'est ce que j'ai fait à travers cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée. C'était Smartful. À bientôt.